Welcome to the Private Equity Exchange 2007, the only summit bridging the gaps between limited partners, private equity funds, corporate executives, and entrepreneurs. The Private Equity Exchange is the only venue where LPs, private equity firms, corporate executives, and entrepreneurs meet, enabling them to move quickly from ideas to deal crafting. The Private Equity Exchange, the largest private equity event in Europe for CEOs, funds, and LPs. LBO for management teams. Exiting the LBO, traditional and new exits, the keys to the best valuation, tax treatment, and independence. Je vais limiter mon intervention en fait aux aspects fiscaux des sorties de LBO. Mon confrère poursuivra sur les aspects juridiques comme cela vous a été dit. Et sur les aspects fiscaux également de sortie de LBO, compte tenu du temps imparti, je vais axer les sujets fiscaux uniquement du point de vue des managers, donc sans envisager la fiscalité pour les investisseurs financiers ni pour l'entreprise elle-même. Donc nous allons en fait... La problématique de la sortie de LBO s'articule autour de deux sujets fiscaux. Un, l'impôt sur le revenu, et d'autre part, l'impôt sur la fortune. Alors, ce qui est clair, c'est que le type de sortie de LBO va naturellement conduire à définir une stratégie fiscale et qui va varier selon le type de sortie. Alors, selon que l'on sort effectivement en cession industrielle, qu'on repart sur un LBO secondaire ou tertiaire, ou que l'on part sur une IPO, ou encore une opération simplement de recapitalisation, on ne va pas effectivement suivre la même stratégie fiscale. Alors, la stratégie de départ, c'est de sortir en plus-value pour un manager habituellement. Donc, on s'axe effectivement sur une sortie par le haut. L'autre point également important sur ce sujet, c'est lorsqu'il y a un réinvestissement, on va effectivement tenter de s'orienter vers une opération de réinvestissement sans impôt, donc de jouer effectivement sur des opérations d'apport de titres qui bénéficient de régimes de sursis d'imposition. Alors, le sujet de la sortie par le haut et le sujet de la plus-value va certainement être amené un petit peu à évoluer compte tenu de ce qui est contenu dans le projet de loi de finances pour 2008 avec le nouveau régime d'imposition qui est prévu effectivement pour les distributions et qui fera l'objet également d'un prélèvement libératoire dont le taux à terme sera identique à celui des plus-values a priori, le taux des plus-values passant de ce fait de 27 à 29%. Alors l'autre sujet effectivement donc sur les sorties de LBO, c'est naturellement le sujet de la valorisation et donc de cette valorisation qui généralement donc constitue un point de questionnement de la part de l'administration fiscale puisque l'administration fiscale généralement sur les problématiques de contrôle fiscaux, elle n'intervient pas en cours de LBO mais elle intervient à la sortie. Donc là, sur ces sujets-là également, il faut se préparer et anticiper. On verra que c'est le maître mot de la plupart de nos interventions. C'est anticiper effectivement la sortie et les points de questionnement éventuels de l'administration fiscale. Sur les questions effectivement d'exonération ou d'abattement pour durée de détention. Alors, comme vous le savez, la loi de finances pour 2006 a introduit effectivement un dispositif d'abattement d'un tiers d'impôt sur la plus-value au-delà de la 5e année, c'est-à-dire à compter de la 6e. Alors, ce dispositif, il est peu adapté aux opérations de LBO, puisqu'on peut en bénéficier qu'au-delà de 6 ans, donc avoir une pleine exonération d'impôt sur la plus-value au bout de 8 ans, et cette exonération ne touche pas les contributions sociales additionnelles, c'est-à-dire la quote-part de 11%. Alors, cet abattement, habituellement, on ne l'envisage jamais dans l'hypothèse de LBO, parce qu'on considère effectivement que cette durée de 6 ans, voire de 8 ans, n'est jamais atteinte, ce qui est la plupart du temps vrai, sauf à rentrer effectivement sur des LBO successifs et donc des opérations en sursis d'imposition. Alors, le deuxième sujet sur les implications fiscales pour le management de la sortie, c'est l'ISF. Alors, l'ISF, puisque pour les dirigeants, donc les dirigeants sociaux, actionnaires, ils ont pu être placés notamment sur un premier LBO en exonération au titre de l'outil de travail. Je vous rappelle que pour les dirigeants sociaux qui exercent leur activité au sein de l'entreprise, qui sont rémunérés par cette entreprise, ils peuvent bénéficier effectivement d'une pleine exonération d'ISF au titre de leur participation dans l'entreprise. Alors, il y a un seuil néanmoins de 25% de détention, généralement, qui s'impose pour pouvoir bénéficier de cette exonération, sauf à ce que les valeurs de leur participation représentent 50% de leur actif brut total soumis à l'ISF. Alors, je précise cette règle parce que ça conduit souvent à des stratégies un peu différentes entre les
dirigeants sociaux pouvant bénéficier effectivement de l'exonération au titre de l'outil de travail et les autres managers, donc actionnaires minoritaires. Les uns ayant donc tendance à pousser la valo vers le haut et les autres ayant tendance à la réduire vers le bas. Alors ça, c'est un point des fois que l'on a à gérer effectivement dans les opérations de LBO. Alors, au-delà de cette exonération au titre de l'outil de travail, puisque cette exonération elle est mise à plat généralement lorsque l'on sort, cession industrielle, cession complète, ou au terme effectivement d'une dilution, où effectivement donc le dirigeant social ne pourra plus prétendre à ce seuil de détention de 25%. Alors, on peut rentrer ensuite sur des dispositifs d'exonération partielle. Je vous rappelle qu'il y a des dispositifs dits du pacte Dutreil qui visent à autoriser une exonération partielle au titre des participations détenues dans l'entreprise, mais pour autant effectivement que les actionnaires acceptent de se paxer pendant une période de 6 ans. Alors cette durée de 6 ans également est souvent trop longue en période de LBO. Alors ce pax de 6 ans, il va être remplacé au terme de la loi du projet de loi de finances pour 2008 par un engagement collectif de conservation de 2 ans, suivi ensuite uniquement d'un engagement individuel de conservation de 4 ans. La durée ne change pas, mais les conditions de détention changent, et ce qui est très important du point de vue des actionnaires qui se paxent. Alors, sur les autres dispositifs, ce qu'il convient de noter, c'est effectivement donc les problématiques de valorisation qui sont à anticiper également pré-sorties, parce que souvent dans le cas des déclarations d'ISF, jusqu'à présent, on a pu avoir tendance à jouer effectivement sur des valorisations faibles des dites participations. Donc la sortie générant effectivement une valorisation, il faut anticiper autant que faire se peut sur ce sujet effectivement de la valorisation pour éviter des redressements d'ISF. Et d'autre part, ce sujet de la sous-valorisation, il faut également le reprendre à la lumière du nouveau bouclier fiscal. Je vous rappelle que la loi TEPA a institué donc un nouveau bouclier fiscal au terme duquel le total formé par l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune et les impôts locaux au titre de la résidence principale ne peuvent pas excéder 50% du revenu. Donc les stratégies qui consistaient jusqu'à présent effectivement à jouer sur parfois des sous-valorisations se retrouvent complètement mises à plat par ce nouveau bouclier fiscal. Et en sachant que les redressements fiscaux qui sont liés à des sujets de sous-valorisation ne sont pas pris en compte effectivement pour le calcul du bouclier. Donc là, il y a vraiment effectivement un point de réflexion lié à l'actualité à mettre en lumière sur les sujets effectivement des valorisations. Dans les autres sujets de points de contrôle et d'actualité, juste aussi une information à avoir à l'esprit, c'est que la loi TEPA a réduit le délai de prescription de droit commun en matière d'impôt sur la fortune et de droit de mutation à titre gratuit, d'ailleurs, qui était originellement de 10 ans. Donc je vous rappelle que l'administration fiscale pouvait revenir 10 ans en arrière pour contrôler les situations en matière d'ISF, sauf en matière de sujets de sous-valorisation. Mais pour l'ensemble des autres sujets, la prescription était 10 ans. Cette prescription, donc, désormais est réduite à 6 ans, mais ce délai de 6 ans ne jouera effectivement pleinement et totalement qu'au 1er juin 2008. C'est-à-dire jusqu'au 1er juin 2008, l'administration est toujours fondée à mettre en œuvre le délai de 10 ans. Voilà, donc là encore, c'est une information à avoir à l'esprit dans la gestion, la régularisation ou la présentation de dossiers fiscaux. Voilà, donc je vais laisser la parole à mon confrère pour poursuivre sur les aspects juridiques. Merci Nicole. Donc après cette présentation sur les aspects fiscaux, ce que je souhaite, c'est vous donner un éclairage sur certains aspects juridiques de la préparation de la sortie d'un LBO. Et je crois que le motto commun à ces éclairages, c'est le verbe anticiper. En fait, ce verbe donne un angle pour analyser le processus de préparation de la sortie à travers différents points. D'abord, cette préparation peut être analysée par rapport au contexte juridique dans lequel se situe le management et son actionnaire. Il est important, avant même de lancer ce processus, de mettre sur la table les différents droits, les différentes obligations qui pèsent sur les parties à ce processus de sortie. Donc ça signifie évidemment en premier lieu de réouvrir le pacte que vous avez si durement négocié quelques années auparavant, mais que vous êtes empressé d'oublier parce que son contenu n'était pas forcément opportun ou en tout cas nécessaire à la vie quotidienne, à la vie opérationnelle de la société. Il faut évidemment le rouvrir, il faut évidemment reprendre sa lecture, en particulier en ce qui concerne le calendrier de l'exit, si celui-ci a été anticipé ou non dans le pacte initial,
que ce soit en termes d'obligations pour le management ou pour le fonds, de lock-up ou de recherche de liquidité. Deuxièmement, il faut également rouvrir le pacte pour déterminer qui a l'initiative de déclencher ce processus de sortie. Et ce processus passe notamment par le choix de la banque conseil ou de l'intermédiaire qui va être chargé de vous accompagner dans le cadre de cette opération. C'est donc une fois que qu'on s'est remis en tête ces différents aspects du pacte qu'on peut commencer à construire une stratégie, un calendrier et qu'on peut anticiper, préparer tout simplement la discussion qui doit intervenir avec le fonds, avec votre actionnaire financier. Cette relecture de la doc juridique que vous avez mise en place lors de l'opération initiale, elle se fait également sous l'angle patrimonial, sous l'angle partage de création de valeur. Et donc elle doit porter, bien entendu, sur les termes et conditions des mécanismes de partage de la création de valeur, de relution du management qui ont été mis en place au démarrage. Là encore, ils sont parfois d'une certaine complexité. Là encore, vous n'avez a priori pas eu à les garder en tête pendant la durée de l'opération. Et là encore, il nécessite un travail d'analyse particulier avant même de lancer le processus. Notamment, d'un point de vue tout simple, c'est que les anticipations que vous pouvez avoir par rapport aux résultats donc, de ce système de réélution, si elles s'avèrent inexactes, vont créer deux types de problèmes. D'une part, vous risquez de vous retrouver en phase de conflit ou de conflit larvé ou réel avec le fonds d'investissement, si celui-ci n'a pas la même lecture que vous du résultat de ces systèmes de partage de valeur. Et deuxièmement, si vos expectations sont au-delà de ce qui résulte de ce système, eh bien, votre capacité de réinvestissement, si c'est un LBO secondaire ou tertiaire que vous envisagez, sont d'autant plus réduites. Donc, il est important d'avoir eu cette analyse sur le résultat des systèmes de révolution avant vraiment d'engager le processus et non pas d'attendre la dernière ligne droite pour réouvrir les modèles Excel et les conditions juridiques qui y sont attachées. Le contexte juridique qui prévaut donc, au moment où vous réfléchissez au lancement de ce processus, il doit également avoir... il va d'abord se traduire sous la forme d'une vendor due diligence. Donc ça, c'est un point qui sera évoqué dans quelques minutes. Mais cette vendor due diligence, notamment sous l'angle juridique, peut être utile afin de déterminer quelles sont les zones d'ombre qui restent au sein de la société. Donc, évidemment, si on est en LBO tertiaire ou quaternaire, on peut imaginer que le balayage des zones de risque a été fait à plusieurs reprises et donc elles sont très limitées, voire nulles. Et donc les aspects légaux qui vont résulter de la vendor du deal ne vont pas soulever, on peut l'espérer, de risque quelconque. En revanche, si vous êtes sur un stade plus précoce de l'histoire de cette société, en private equity, la vendor du deal, elle est également là donc pour déterminer ces risques potentiels de passifs et donc par conséquent pour vous permettre d'anticiper ce qui peut être important pour une garantie de passif éventuelle à mettre en place dans le cadre du processus de vente. Ça, c'est un point également à mettre sur la table quand la discussion va s'engager avec les actionnaires ou avec votre actionnaire financier, puisque le pacte peut l'avoir traité, mais le fait de l'avoir traité ne règle pas néanmoins le problème quand il se présente devant vous. C'est-à-dire, si le pacte a dit ou a prévu que la garantie de passif serait portée, non pas pari passu, mais de manière un peu déséquilibrée, au profit du fonds et au détriment des managers, c'est pas forcément un engagement qui est facile à appliquer dans la vie concrète quand on se retrouve avec un passif d'un certain montant sur la table et que se pose la question de savoir comment celui-ci va être traité et partagé dans le cadre du processus de vente. Et donc, il est très important, là encore, pour éviter une tension entre management et fonds qui ne serait pas du tout productive dans la dernière ligne droite, de sortir ce sujet très en amont et de le traiter tout comme l'application du système de révolution suffisamment tôt pour qu'il ne vienne pas perturber la mise en œuvre du processus. Voilà trois éléments, voilà trois guidances sur la manière d'analyser et d'anticiper le processus de vente par rapport au contexte juridique donc, de la société qui précède la mise en œuvre du process. Et ensuite, il y a un deuxième angle de vue où le verbe anticiper prend également tout son sens, c'est celui du calendrier.
Tout à l'heure, d'autres intervenants dans un panel précédent ont parlé de dual track. Même si le marché actuel rend peut-être un peu moins à la mode cette modalité de sortie ou d'organisation de la sortie, elle a quand même eu son intérêt il y a quelques mois. Il est normalement probable qu'elle le reprenne dès le premier semestre 2008. Dans le cadre de ce type d'opération, il est important d'envisager très tôt le calendrier respectif de ces deux opérations, de les mettre en parallèle pour se rendre compte qu'en réalité, si on ne les anticipe pas, ces deux calendriers ne sont pas compatibles. Ils ne sont pas faits pour avancer au même rythme. Ils ont des points de rencontre, notamment donc la présentation suivante va vous évoquer la génération de la documentation comptable et financière qui permet cette entrée en bourse et qui est également nécessaire comme référentiel à une transaction de gré à gré. Mais au-delà de ces points de rencontre, leur durée globale et les dates critiques qui permettent donc l'exécution ne sont pas identiques. Si on prend l'exemple de l'IPO, vous avez un troisième larron qui rentre dans le processus, qui est l'autorité de marché. L'autorité de marché et peut-être également un banquier introducteur si celui-ci n'est pas exactement le même que celui qui gère le processus de gré à gré. Donc en tout cas, en ce qui concerne l'autorité de marché et le calendrier qui est imposé par ce processus d'IPO, il est, lui, incontournable. Et c'est par rapport à ce calendrier-là qu'il faut en réalité organiser le calendrier de la session de gré à gré et donc caler le dual track. Comme donc le premier calendrier évoqué, celui de l'IPO, est plus long et qu'il est plus contraignant et plus contraint, il est important en fait de le lancer plus tôt, de manière à effectivement, quand on est dans la phase finale, pouvoir gérer les deux au plus fin et en parallèle. D'un point de vue juridique et en fait plus largement d'un point de vue de l'équipe de conseil qui va être réunie pour partager le processus et vous assister dans sa gestion, il est aussi important de mettre autour de la table des équipes de conseil qui peuvent vous accompagner dans les deux processus, que ce soit le processus de cession de gré à gré et le processus d'IPO. Et donc d'avoir cette double compétence chez le conseil financier, donc le cabinet qui fait la vendor due deal, mais aussi dans la banque conseil, qu'elle soit en mesure de passer d'une session de gré à gré à une présentation donc de l'IPO, mais également dans le cabinet d'avocats, donc avec une compétence capital market et une compétence private equity. Et la gestion de ces deux calendriers est suffisamment complexe pour qu'il ne soit pas nécessaire de rajouter des difficultés supplémentaires en faisant intervenir tard dans le processus un deuxième conseil qui ne soit pas celui qui a pris en main le processus dès le démarrage et qui connaisse la société du fond en comble. Troisième angle de présentation de ces aspects juridiques, les objectifs patrimoniaux du management. On est dans une situation où l'exemple est effectivement le plus simple, c'est celui d'un management qui est parti au LBO en cours et qui doit se poser la question au moment où on lance ce processus de savoir quels sont ses souhaits. Je crois que le président de Quick, qui présentait tout à l'heure son histoire, parlait de l'homogénéité de l'équipe de management. C'est aussi un point qui est revenu tout à l'heure dans la présentation qui a été faite par le président d'Iceman. C'est très important parce que ce dont on parle là, c'est tout simplement de la capacité du management à détenir un pourcentage de X dans l'opération s'il s'agit d'un LBO secondaire ou tertiaire. Et évidemment, il ne faudrait pas qu'il y ait des disparités de comportement ou des disparités d'attente qui surgissent au sein de l'équipe de management une fois que les chiffres sont mis sur la table. Voilà. Conclusion, je passe la parole tout de suite à l'intervenant suivant. Et je respecte le petit mot qu'on vient de me glisser. Donc voilà, à travers ces trois angles, la manière de préparer sur le terrain juridique ce processus de sortie. Merci pour votre attention. Merci François. Je vais passer la parole à Philippe qui va nous présenter les tenants et les aboutissants de la sortie par voie boursière. Oui, alors en 3 minutes, c'est ça ? Non, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ce que je souhaitais évoquer avec vous, c'est la sortie sur les marchés.
Traditionnellement, c'est pas celle qui est privilégiée. En moyenne, on observe que ça représente environ 15% de type de sortie, contre 43% pour tout ce qui est cession industrielle. 43% pour tout ce qui est LBO secondaire et à peu près 27% pour ce qui est cession industrielle. Donc c'est clairement pas une voie qui est actuellement privilégiée. Il y a une raison qui est souvent évoquée, c'est le point de vue des analystes financiers, c'est-à-dire que de leur point de vue, lorsqu'un fonds décide de sortir sur les marchés, c'est que je dirais que l'entreprise est épuisée et que son potentiel est derrière elle. Donc c'est pas un facteur qui effectivement induit les analystes financiers à privilégier ce type, ou à du moins à regarder ce type de sortie avec attention. Ce que je vais évoquer, je vais pas rentrer dans le détail d'un processus d'introduction en bourse, que je pense que ça serait trop long et peut-être même un petit peu barbant pour certains. Je voudrais axer la présentation sur 3 aspects. D'une part, les avantages, je pense qu'on les oublie souvent, et la sortie sur les marchés présente des avantages. Également un schéma, revoir le schéma simplifié en m'axant essentiellement sur 3 aspects, et puis terminer par quelques réflexions sur le rôle des managers dans une sortie sur les marchés, notamment le rôle de CFO qui a un point clé. Alors, en termes de raisons, je dirais que les raisons, il ne faut pas l'oublier, une sortie en bourse, ça permet quand même d'augmenter les fonds propres de l'entreprise. Donc c'est une source de financement importante, différente, qui, on l'a vu sur de différentes opérations, renforce la crédibilité de l'entreprise vis-à-vis des banques. Être coté, ça donne une certaine notoriété, une certaine visibilité dans l'espace économique. Ça offre également une liquidité aux actionnaires financiers, familiaux ou minoritaires. Un des problèmes du non-coté, c'est souvent le prix. Il n'y a pas de juste prix, ou du moins le prix est souvent discuté, soumis à débat et discussion. L'avantage du coté, c'est que vous avez un prix de marché, il est ce qu'il est, mais au moins vous avez un prix et une base sur lequel vous pouvez vous fier. Également, il y a une liquidité qui est clairement supérieure lorsque vous êtes coté. Préparer une transmission, je ne vais pas rentrer également dans cet argument, mais très clairement, pour payer des droits de succession, par exemple, ça peut être utile de céder des actions plutôt que céder complètement son actif. Un point également important, c'est de pouvoir payer sa croissance externe en titres. Et ça, on l'a vu dans certaines opérations, que ce soit cross-border ou en France, c'est une monnaie liquide. Encore une fois, il y a un prix, il y a une liquidité, et ça peut faciliter certaines opérations financières. Développer la notoriété, je l'ai déjà évoqué. Également, je pense qu'il y a un aspect, ça peut faciliter le recrutement et dynamiser le management. On peut mettre en place certains types de produits qui sont peut-être plus difficiles à mettre en place dans du non-coté. Par contre, ça a bien sûr des contraintes. Mon voisin évoquait les contraintes juridiques, elles sont très fortes. Très clairement, il y a un formalisme juridique très fort. Il faut également préciser le métier, la stratégie de l'entreprise. Il y a tout ce qu'on appelle une equity story à mettre en place. Mon voisin évoquait également en termes de formalisme juridique, c'est tout ce qui va être ce qu'on appelle le document de base. Donc c'est un document qui est assez important, dans lequel toute l'histoire de la société va être donnée, mais également ses perspectives d'avenir, ces facteurs de risque. Donc il y a toute une réflexion assez importante à avoir sur la société qui prend du temps, et on le verra par la suite lorsque j'évoquerai le schéma, et je rejoins également ce que disait mon voisin, c'est que le calendrier et l'anticipation est clé. Ça impose également de mettre en place des structures adéquates. Très clairement, une société cotée va par la suite être soumise à certaines obligations. Je pense à la directive transparence, mais du moins vous avez une obligation d'information vis-à-vis du public que vous n'avez pas, bien sûr, parce que vous n'êtes pas coté. Donc ça implique de mettre en place des procédures de contrôle interne, de mettre en place des processus de reporting fiables permettant de publier l'information financière dans les temps, parce qu'il y a des délais légaux de publication, et puis bien sûr, ça impose bien sûr d'ouvrir son capital. Si on s'attarde maintenant sur le schéma, je ne vais pas rentrer dans le détail du schéma parce que je pense que ça serait un petit peu long. Peut-être trois points importants sur le schéma. Le premier point, c'est le délai. Très clairement, un processus d'introduction en bourse, ça s'anticipe. Sur le schéma est indiqué entre 3 et 6 mois. Je dirais que c'est le délai minimal. Souvent, les opérations commencent bien en amont, autour de 9 mois même.
Et point également important sur ce schéma, c'est qu'il y a deux streams différents. Et on l'oublie souvent. Il y a bien sûr le stream légal, qui va être effectivement la mise en place de la documentation, les discussions avec le régulateur, avec l'AMF ou d'autres régulateurs pour une opération plus vaste, mais également un stream marketing qui est très important. Faut pas oublier que lorsque le roadshow va commencer, le CFO, le CEO vont être en quelque sorte les VRP de l'entreprise. Et ça s'anticipe également bien en amont. C'est-à-dire qu'il va falloir aller vendre son entreprise. Il suffit pas d'être un bon gestionnaire, il va falloir également être un bon communicant pour vendre son entreprise, vendre ses titres, vendre son equity story en quelque sorte. Et puis le troisième aspect de ce schéma, je dirais que c'est la relative complexité. On voit tout de suite qu'il va y avoir plusieurs intervenants qui vont rentrer en jeu. Donc il y a un aspect de coordination globale qui est très très important. Si je reprends peut-être ces trois aspects au niveau du rôle des managers, je dirais que ce qu'on a vu en pratique, c'est que si je m'attache plus particulièrement au rôle du CFO et du CEO, c'est qu'ils ont un rôle clé de chef d'orchestre. Le CFO, très clairement, doit être en harmonie parfaite avec le CEO. Le CEO va apporter la vision du business, bien souvent, et le CFO va apporter une certaine son aspect gestionnaire, financier, et peut-être freiner un peu de temps en temps les élans du CEO. C'est une opération donc longue, complexe, qui nécessite, et je pense que ça c'est sûrement commun à beaucoup de types d'opérations, la mise en place d'un calendrier, d'un rétro-planning très précis. On l'a vu sur le schéma précédent, ça dure entre 3 et 6 mois. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'intervenants. Une coordination de tous les acteurs, effectivement le régulateur de marché, l'AMF, qui n'est pas un régulateur facile, qui a des délais légaux de révision, de vision du document, mais bien sûr les banques, les avocats, les commissaires aux comptes, l'agence de communication, le listing sponsor, si on décide d'aller sur Alternex, des différents conseils, donc vraiment un rôle de coordination clé, de manière à ce que tout ça s'embraye parfaitement. Une très grande capacité de travail et une disponibilité à 100%. Il ne faut pas oublier que pendant une certaine période, notamment la période du roadshow, le CFO va être complètement absent de l'entreprise. Donc il est important qu'il y ait en place une structure qui permette de suivre quand même les comptes et tous les aspects financiers en l'absence du CFO. Donc tout ça, ça s'anticipe. Donc un point clé sur lequel je voudrais encore une fois insister, c'est l'aspect communicant du CFO. Il faut absolument, au-delà de l'aspect gestionnaire, que celui-ci ait un rôle de communicant très important parce que, encore une fois, c'est lui, dans les roadshows, qui va être en première ligne pour aller vendre ses titres. Et puis, l'IPO est une chose, et bien souvent, on voit, on a l'impression d'avoir abouti à la fin, mais en fait, je dirais que la vie commence, parce qu'après, vous tombez dans la vie sur les marchés financiers, c'est-à-dire une obligation de transparence beaucoup plus forte, des informations réglementaires à publier, des risques également beaucoup plus importants, qu'il convient évidemment d'anticiper en amont, de manière à mettre encore une fois une structure en place parfaitement efficace. Pour conclure peut-être donc les 3 points clés, encore une fois je ne voulais pas rentrer trop dans des détails techniques. C'est un processus long qu'il convient donc d'anticiper. Et je rejoins tout à fait ce que disait mon voisin quand on voit procédure de dual track. Alors paradoxalement, je dirais que moi ce que j'ai vu dans les procédures de dual track, c'est souvent ça se finit par une session, soit par un LBO, soit par une session industrielle, rarement par un IPO. J'ai l'exemple de Fréquin ou Medica, où dans tous les cas, ça s'était soldé comme ça. Un planning, timing très important, et puis également un engagement humain très, très important. Donc je vais passer la parole à Eric, qui va aborder le point des due diligence. Très bien, donc moi je vais parler de la VDD qui là s'adresse à une sortie de gré à gré. Donc tout d'abord un petit constat. La VDD, donc Vendor Due Diligence, est devenue une pratique de marché, était déjà une pratique de marché depuis un certain temps sur les grandes transactions. Et ce qu'on a vu au cours des dernières années, c'est qu'elle s'imposait aussi sur des transactions de moindre importance. Vous le voyez sur le petit schéma à côté, on voyait que dans le bas du schéma, vous voyez que pour les transactions supérieures à 500 millions d'euros, à peu près 70% de ces transactions faisaient l'objet de vendor due diligence. Et ce que l'on voit sur la partie haute du schéma, c'est qu'entre 2005 et 2006, on a vu une accélération des vendor due diligence sur les transactions d'une valeur comprise entre 100 et 500 millions, en passant de 35 et
pour grosso modo s'aligner sur le pourcentage des vendors due diligence qu'on observe sur les grosses transactions. On n'a pas les analyses de statistiques sur des plus petites transactions inférieures à 100 millions, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait extrêmement communément. Alors, tout d'abord, les principes d'une due diligence. Alors, qu'est-ce que n'est pas une due diligence? Une due diligence, tout d'abord, n'est pas une information memorandum. Ce n'est pas non plus une certification de compte ou de proforma. C'est-à-dire, en somme, ce n'est pas un audit. C'est important de le comprendre. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que quand on dit que c'est pas un information memorandum, ça veut dire que c'est un document qui se veut indépendant, qui se veut indépendant, donc libre de parti pris, mais cependant amené à donner des conclusions. Ce que ça sous-entend par là, c'est que dans ce process-là, le prestataire de service et son client peuvent se retrouver à certains moments avec un certain nombre de frictions, mais qui sont, je l'expliquerai un tout petit peu après, enrichissantes, notamment pour la partie manager et pour se préparer au process transactionnel. Une due diligence, en revanche, c'est un processus initié et maîtrisé par le vendeur, et à l'issue duquel, et ça c'est important, alors c'est surtout important, ça se justifie dans le cadre principalement des LBO, c'est un processus dans lequel le prestataire de service engage sa responsabilité vis-à-vis de l'acquéreur final et aussi vis-à-vis des banques qui financeront, dans le cas d'un LBO, les banques qui financeront le LBO. Alors en général, cette responsabilité, dans notre jargon, s'appelle une duty of care, qui donc a une traduction financière, qui est en général plafonnée à un multiple, enfin en tout cas pour ce qui est de la France, un multiple de nos honoraires, qui est compris en général traditionnellement entre 5 et 10. Et le fait de faire varier le multiple dépend d'une part évidemment l'importance de l'effort de vendor due diligence. Plus évidemment la vendor due diligence est étoffée, plus évidemment on peut se permettre de donner un multiple, donc un risque plus important pour nous, puisqu'en fait on ne prend pas de risque puisqu'on a fait des analyses beaucoup plus étoffées. A contrario, évidemment, le multiple qu'on accorde est moindre. Alors, pourquoi la VDD est devenue une pratique de marché? J'allais dire, première chose extrêmement importante, c'est l'identification des points clés. Je veux dire, toute transaction, toute société a fait l'objet d'un certain nombre de points clés, qui très clairement, toutes les parties ont intérêt d'identifier en amont. Et donc c'est en général le travail, j'allais dire, initial, c'est d'identifier les points clés, les points importants. Ce que je dis assez souvent, c'est qu'une VDD, on peut évidemment passer par ce que j'appellerais repeindre la maison en entier. Bon, ça peut être l'exercice. Je pense que c'est pas forcément l'exercice le plus enrichissant, même si parfois les banques ont besoin d'avoir cette peinture globale. Il faut aussi qu'il y ait un éclairage sur un certain nombre, sur l'identification des points clés, les points importants. Et j'allais dire, ça donne suite au deuxième point, qui est la préparation du management. Une fois ces points clés identifiés, je crois que ce qui est important, c'est de les comprendre, d'en comprendre la teneur et d'avoir des réponses à y apporter. Les réponses, évidemment, elles auront un angle business et financier qui seront dans la vendor due diligence, mais il y aura aussi vraisemblablement d'autres points de vue, d'autres angles de vue sur ces questions qui seront lors des management presentation, lors des Q&A avec le CEO, avec le CFO. Et cet exercice d'identification de points clés aura pour but, j'allais dire, d'apporter des réponses homogènes, d'avoir, j'allais dire, un seul son de cloche, que ce soit évidemment par le prestataire de service au sein de sa VDD, mais aussi, et ça c'est extrêmement important, de la part du CFO, et en tout cas de la part de l'ensemble des personnes dans le management qui seront amenées, à participer au process de transaction. On voit trop souvent des process transactionnels où les uns et les autres donnent des réponses discordantes, et ça, du point de vue de l'acquéreur, c'est souvent préjudiciable. Troisième élément extrêmement important, c'est présentation aux acheteurs d'une information de qualité en adéquation à leurs attentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'évidemment le prestataire de service, de par son expérience, sait très clairement ce que va rechercher les acquéreurs, notamment s'il s'agit d'un LBO, donc de fonds d'investissement. Mais j'allais dire, la problématique, avec quelques différences, est assez proche pour un corporate. Donc ça veut dire préparation d'analyse qui vont être évidemment adaptées à l'industrie ou à la société traitée. Je veux dire, il ne s'agit pas de déballer une mécanique systématique sur l'ensemble de sociétés, mais d'analyser. Et je pense que l'identification des points clés donne aussi lieu à
préparation et mise en place d'analyses adéquates en fonction de la société. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que très souvent dans une société, il y a eu un certain nombre d'événements, d'acquisitions, de changements de système de reporting qui font que quand on commence à vouloir faire des analyses sur 2 ou 3 années, qu'on veut y inclure aussi le business plan, on se retrouve avec des éléments d'information assez différents, pas toujours évidemment comparables. Et l'objet de la vendor due diligence sera d'arriver à trouver des dénominateurs communs pour faire des analyses qui, sur la base historique comme sur la base future, auront un certain nombre de KPIs, d'indicateurs de la performance qui sont cohérents, qui sont comparables et qui permettront donc aux acquéreurs de se faire un point de vue au regard de l'historique, évidemment, au regard de ce qu'est la vision du management au travers du business plan. Et dernier élément extrêmement important aussi, c'est la maîtrise de la confidentialité de l'information. Vous comprendrez bien qu'une fois que cette information est dans une VDD, le management, évidemment, aura fait sienne aussi le contenu de cette VDD, non seulement dans l'histoire qu'elle raconte, mais bien évidemment dans l'information qu'elle distille. C'est-à-dire que vous pourrez, et en général, vous avez le dernier mot sur les informations que vous voulez bien distiller aux acquéreurs éventuels, notamment quand rentrent en tant qu'investisseurs des concurrents sur lesquels vous pourriez ne pas vouloir donner ou divulguer un certain nombre d'informations avant de rentrer dans une phase d'exclusivité tout au moins. Les bénéfices, c'est bien évidemment, c'est notamment une minimisation de la perturbation du management, même si pendant la phase de vendor due diligence, le management est utilisé. Quand on regarde, je dirais, le trade-off, c'est-à-dire une transaction sans vendor due diligence, où vous allez vous retrouver avec X acquéreurs qui feront leur due diligence, on peut se retrouver vous pourrez vous retrouver avec des périodes, et certains d'entre vous l'ont certainement connu, des périodes du due diligence avec moult acquéreurs où on démultiplie les Q&A, on démultiplie les réponses, et c'est beaucoup plus fastidieux, et j'allais dire en termes de perturbation de l'équipe de management, c'est souvent beaucoup plus lourd. Évidemment, je l'ai évoqué, l'anticipation des problèmes, je crois que ça c'est capital pour vous, on parle d'anticiper, mais c'est toujours aussi là quelque chose d'important, c'est d'anticiper les problèmes, d'anticiper les questions que vous aurez, et bien évidemment d'en préparer les réponses. Contrôle du processus, ça paraît relativement encore assez évident. Contrôle du processus et de l'information qui en est donnée. Et j'allais dire que, in fine, c'est une qualité des offres bien souvent, une qualité des offres plus binding, si je peux m'exprimer ainsi. J'allais dire, à contrario, encore une fois, si je prends l'exemple où il n'y a pas de vendor due diligence, où vous vous retrouvez dans un processus avec de l'information en data room que les acquéreurs et leurs prestataires de services doivent aller analysés par eux-mêmes, il y a assez souvent un certain nombre de points noirs ou de points, qui ne sont pas forcément élucidés de leur point de vue et qui évidemment donnent lieu à discount en termes de valorisation. Voilà. Donc, je dirais de manière tout à fait, en conclusion, la VDD permet une maîtrise du process, une accélération aussi du processus, puisque une fois que la VDD est faite, les sessions de Q&A, les sessions de due diligence sont très normalement réduites. Et cela est vrai, et cela est vrai quand la vendor due diligence est de qualité. On a beaucoup vu dans les dernières années, voire mois, des vendor due diligence qui étaient parfois un peu bâclés. Le marché était très pressé, tous les intervenants du marché étaient très pressés pour finaliser les transactions. Et on a vu dans la dernière 12 mois particulièrement des VDD qui étaient un peu, pas laissés à l'abandon, mais de qualité moindre, puisque finalement les intervenants s'en souciaient moins. Voilà. Je vais aller très très vite parce qu'on me le demande. Et donc je vais directement conclure. Je crois que les 3 points à retenir pour la VDD, c'est tout d'abord la préparation du management. Et ça, je pense que c'est capital parce que cet exercice de points importants, c'est extrêmement important pour le management dans les réponses qu'il aura. Et c'est donc l'anticipation, la résolution des problématiques clés. Et enfin, l'accélération du processus qui, in fine, permet normalement une meilleure maximisation de la valeur de l'entreprise. Voilà. Désolé. Merci beaucoup, Eric. Donc on va maintenant passer la parole à Emmanuel qui va nous livrer son impression, mais cette fois vue de l'intérieur de l'entreprise. Je vais vous présenter d'abord Moliflore, vraiment très succinctement. Je ne fais plus partie de la société, donc je peux vous parler très librement des différentes sorties qui ont été réalisées puisqu'on a fait 3 LBO successifs, donc un LBO primaire, secondaire et tertiaire. Alors, Moliflore Loisirs, c'est un acteur important des casinos en France, assez méconnu en termes de marque. Quand on a commencé cette aventure, puisque de nombreux intervenants l'ont expliqué, mais c'est vraiment une aventure humaine, un LBO, on avait 2% de part de marché
Et quand on l'a quitté, le groupe était le 3e opérateur en France, avec une part de marché de l'ordre de 10%, les principaux acteurs étant le groupe Lucien Barrière et le groupe Partouche. 7 établissements au départ et un gros build-up très rapide sur les 2-3 premières années. Donc, si on peut passer. Donc, vous voyez, petit à petit, le groupe était historiquement localisé dans le sud principalement, et des établissements ont été rachetés un tout petit peu partout en France, restructurés et développés. Donc, par rapport à la sortie, je pense que les maîtres mots ont été indiqués, mais préparation et anticipation, c'est bien ce dont il s'agit. Alors, quand on parle de préparation, c'est préparer avec ses actionnaire ce que l'on veut faire. Donc, en tant que manager, il faut arriver à aligner les intérêts de la sortie entre l'actionnaire et le management futur. Nous, dans notre cas, ce qu'il s'est passé, c'est que globalement, le management a toujours suivi les 3 LBO, mais a été petit à petit remplacé par des managers de seconde ligne. Quand on dit de seconde ligne, c'était la première ligne, mais par exemple, on avait le directeur d'exploitation qui est devenu président. Et ça a changé, puisque les gens étaient habitués à un président historique qui a construit le groupe. Et donc, ils se sont posés un certain nombre de questions, et ça s'est fait naturellement. Et le processus a été réfléchi en termes de positionnement de cette personne pour pouvoir réaliser ces LBO secondaires et LBO tertiaires. Alors, ce qui est important aussi également, à mes yeux, et ce que je retiens de ces LBO, c'est d'avoir quelqu'un qui vous comprend dans le conseil de surveillance. Alors, quelqu'un qui vous comprend, ça veut dire quelqu'un qui parle le même langage que vous, et quelqu'un qui va pouvoir aligner véritablement les intérêts des uns et des autres. Dans notre cas, le président du conseil de surveillance était un opérateur de l'activité de jeu, qui était le président du groupe Barrière historiquement. Et donc, le rôle de cette personne, outre les acquisitions et le développement du business, a été véritablement dans ces opérations de faire en sorte qu'il y ait un véritable alignement des intérêts. Et dans ce cadre-là, il a été décidé, notamment sur la première sortie, de faire un open bid. Et qui dit un open bid dit nécessairement une préparation très très importante, parce que c'est globalement des roadshows avec pratiquement que des fonds d'investissement. Donc les roadshows avec des fonds d'investissement, c'est les fonds, leurs conseils, leurs banquiers. Et quand on dit leurs conseils, c'est leurs conseils juridiques, leurs conseils fiscaux, leurs conseils sur l'activité. Donc ça fait vraiment, vraiment beaucoup d'intervenants. Et ce qui est important dans tout ce travail, c'est d'avoir anticipé avec les managers et les actionnaires quel était l'objectif de la sortie. Et nous, dans notre cas, l'objectif de la sortie, c'était de faire le deal le plus intéressant. D'accord ? Donc, je dirais que c'était la deuxième sortie. Dans le cadre de la troisième sortie, l'objectif a été de permettre une transition au management en place. Et donc, dès lors, c'est une réflexion différente. C'était plus un open bid. C'était, entre guillemets, un bid qui a mélangé des industriels, donc une réflexion sur une sortie industrielle, et une réflexion sur une sortie d'investisseurs financiers. Et on voit très rapidement que les objectifs peuvent être très différents et les intérêts des managers très différents. Nous, dans notre cas, les industriels ont identifié un savoir-faire de la société, et notamment un des gros industriels qui reconnaissait chez nous un très fort savoir-faire sur les petites opérations. Pour faire simple, l'industriel en question avait des gros établissements, savait très bien les gérer, et il avait aussi des plus petits établissements qu'il gérait moins finement que nous. Il avait par exemple un taux de marge d'EBITDA de l'ordre de 30%, là on avait 40%. Donc il y voyait un intérêt relativement fort. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que
entre les personnes. Premièrement, ils se connaissaient sur le marché et donc il faut arriver à aligner les intérêts. Ce n'est pas toujours chose aisée. Donc c'est important d'avoir dans ce cas-là des intervenants qui vous aident à le réaliser. Nous, dans notre cas, c'était la banque d'affaires. Et il s'est avéré que finalement, ça ne s'est pas fait pour d'autres raisons, mais il y a un vrai travail qui a été mené, une vraie réflexion sur le sujet, qui a permis de trouver un alignement, et c'était une sortie véritablement intéressante et faisable. Et sur la sortie, en tant que sur le financier, c'était une nouvelle histoire à raconter, puisque le groupe Moliflor avait pris cette position importante sur le marché, donc c'est-à-dire 10% de part de marché. Quelle était sa nouvelle aventure? Et sa nouvelle aventure, elle était différente, puisqu'il ne restait pas de nombreux établissements à racheter, et donc ses potentiels de croissance étaient sur ce qu'on appelle les opérations de greenfield, c'est-à-dire de création d'établissements ex nihilo. Et c'était une problématique tout à fait particulière, puisque les banques, en général, ne sont pas habituées à ce type de choses. Vous dépensez beaucoup d'argent au début sans EBITDA. Il faut financer cela pour avoir un EBITDA à l'horizon pratiquement de la sortie de l'investisseur. Donc c'était un sujet particulier et il a fallu travailler en amont, et je pense que c'est le plus important, pour dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on présente aux différentes personnes susceptibles de suivre et d'acheter la société. Et nous, en tant que manager, nous avions décidé que l'une ou l'autre des possibilités nous convenait. À partir de là, il y a toute une phase de négociation et de travail qui échappe un tout petit peu à tout le monde, puisque à un moment donné, ça va être une remise d'offres, une analyse d'offres, et il s'ensuit le choix, et c'est bien après que toutes les problématiques de manager, des management packages, etc. interviennent, puisque de cette opération et de ce choix-là, qui est impliquant à la fois pour le management, on a eu un exemple, le monsieur Deisman a expliqué que lui, sa volonté, c'était de monter à l'intérieur de la société et de prendre, entre guillemets, une majorité dans le capital. C'est une voie tout à fait possible. Il y a d'autres voies, et je crois qu'il faut comprendre ces voies et être vraiment en accord avec les différentes personnes, l'équipe, les actionnaires, le banquier d'affaires, pour la choisir et finalement, quand elle se présente, après avancer vers cette voie-là. Le travail de la banque d'affaires, pour moi, est aussi très très important, outre les différents conseils. Il est important sur l'opération en elle-même parce que c'est 6 mois de travail, facilement. Et après, le business doit toujours tourner. Et quand vous êtes une entreprise de taille moyenne, on avait 1500 salariés, donc c'est pas non plus une super grosse entreprise, il faut être toujours aux manettes. Donc c'est important qu'ils puissent vous soulager dans la préparation des meetings, puisque la plupart des intervenants veulent voir vos sites, et nous on avait beaucoup de sites délocalisés, sur la préparation des questions-réponses. Et donc je rejoins l'intervenant qui était avant moi pour dire que tout ce qui est due deal vendor est quelque chose de aussi fondamental pour moi une sortie, parce que globalement, on veut aller vite par la suite. Et donc, les due deal vendors, les staples, ces outils qui sont mis à la disposition des managers dans le cadre de LBO secondaire et tertiaire sont des outils indispensables parce qu'ils réduisent le temps entre les négociations et la cession. Par la suite, après, on vient à parler du management package, qui est aussi important. Donc, il a été évoqué. Je considère pour ma part que c'est un peu un équilibre à trouver entre le management, son intérêt, et l'entreprise, et ce qu'elle est capable de supporter en termes de dette, puisque globalement, c'est aussi beaucoup ça le sujet. Et un intervenant l'a dit avant moi, je pense que priorité est à l'entreprise. Donc il faut trouver vraiment et négocier quelque chose qui permette de suivre la stratégie qui a été vendue. Nous, dans notre cas, par exemple, c'était le financement de ce qu'on appelait les greenfield. Donc c'était dire pendant 3 ans à venir, il va falloir dépenser 40 millions d'euros de CAPEX pour avoir à terme peut-être 8 millions d'euros d'EBITDA.
Et je crois qu'il faut arriver à le vendre, l'anticiper, le préparer et le réaliser. Le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est on a souvent tendance à croire que l'on peut anticiper tout ce qui est management package. Dans le processus de vente, ça s'organise en 2 temps. D'abord, il faut vendre, et après, il faut parler de soi. Et donc, cette deuxième partie vient vraiment par la suite, doit être travaillée avec des conseils qui sont là pour vous conseiller et trouver à la fois au niveau fiscal et au niveau juridique les conditions de fonctionnement les meilleures compte tenu de vos équipes et de la stratégie. Je vous remercie.